Bonjour, je commence une série de vidéos sur l'hérédité humaine. Dans cette première vidéo, je vais vous proposer quelques rappels et notions du cours et une série d'exercices pour fixer les idées. Alors, tout d'abord, chez l'homme, la transmission des caractères héréditaires suit les mêmes lois que les autres êtres vivants diploïdes. Mais l'étude de cette transmission connaît quelques difficultés. Par exemple, l'impossibilité de soumettre les humains à l'expérimentation, la longue durée des générations et le faible nombre des descendants par génération, la prédominance des caractères héréditaires polygéniques, c'est-à-dire qu'un seul caractère est soumis au contrôle de plusieurs gènes à la fois, le nombre très élevé des combinaisons possibles des gamètes. On a vu que l'homme possède 46 chromosomes, disposés en 23 paires. Pour donc connaître le nombre de types différents de gamètes que peut produire un humain, soit mâle, soit femelle, on applique donc la formule mathématique de puissance 23. Ça nous donne donc plusieurs millions de possibilités différentes pour les gamètes, soit les gamètes mâles, soit les gamètes femelles. Pour cela, l'étude de la génétique humaine est consacrée essentiellement à l'étude de la transmission de certaines maladies héréditaires. Et on va parler seulement des maladies héréditaires monogéniques, c'est-à-dire que la maladie est soumise au contrôle d'un seul gène. Cette étude sera basée sur les méthodes suivantes. Méthode d'étude des modes de transmission des maladies héréditaires monogéniques. Donc, la première méthode, c'est l'analyse des arbres généalogiques, on les appelle aussi des pédigrés, puis l'analyse des karyotypes, et enfin, l'analyse des empreintes génétiques, l'ADN. Donc, les exercices qui vont suivre vont pour la plupart être basés sur l'analyse des pédigrés. Le terme pédigré est utilisé en génétique humaine pour désigner un arbre généalogique illustrant les relations génétiques entre les individus de la même famille sur plusieurs générations. Ici, par exemple, on a la génération numéro 1 et puis la génération numéro 2. Ces générations sont numérotées par des chiffres romains, alors que les individus sont numérotés par des chiffres arabes. Il permet aux scientifiques de retracer le mode de transmission d'une maladie génétique, par exemple, au sein d'une même famille. Le pédigré est représenté par des symboles précis. Les voilà, donc symboles utilisés dans les arbres généalogiques ou pédigrés. Donc, comme je viens de dire, les carrés, c'est pour les hommes, et les cercles, c'est pour les femmes, ici mâles et femelles. Si on les laisse blancs, ce sont des individus sains. Si on les colore en noir, ce sont des sujets atteints. Si on les barre ici, ce sont des sujets décédés, morts. Si on a un cercle au centre duquel il y a un point noir, ça veut dire qu'il s'agit d'une femelle qui conduit la maladie. Elle-même, elle est saine. Lorsqu'on a ici un losange, ça veut dire qu'il s'agit d'un fœtus qui est en cours de grossesse et qu'on ne connaît pas encore son phénotype. Puis, je continue. Si on relie un mâle et une femelle par un trait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une union ou bien d'un mariage, on peut le faire de deux façons différentes, comme ça ou bien comme ça. Si on relie le mâle et la femelle par deux traits parallèles, ça veut dire que c'est un mariage consanguin. Le mari et sa femme donc appartiennent à la même famille ou bien qu'ils ont le même ancêtre. Ici, ce sont des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire des faux jumeaux, alors que là, ce sont des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux. Déterminer le mode de transmission. Il nous permet aussi d'estimer ou de déterminer la probabilité de sa transmission vers la descendance, déterminer la fréquence ou le pourcentage attendu de l'apparition de la maladie dans la descendance. Donc, c'est le mode de transmission. Donc, on cherche deux choses. Type de chromosome que porte le gène de la maladie, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit soit d'une maladie liée au sexe, c'est que la maladie est portée par un gonosome, c'est-à-dire un chromosome sexuel, ou bien
maladie non liée au sexe. On dit aussi une maladie autosomique, ça veut dire que la maladie est portée ou bien contrôlée par un gène, et ce gène n'est pas porté par un chromosome sexuel, mais elle est porté par un chromosome non sexuel, on dit aussi un autosome. Il faut chercher aussi le type de dominance de l'allèle de la maladie par rapport à l'allèle normal. Est-ce que cet allèle est dominant ou bien il est récessif? On va parler donc d'une maladie dominante ou bien d'une maladie récessive. Alors, si je vais vous proposer quelques exemples de pédigrés, on a ici la première génération, puis la deuxième génération, puis la troisième génération. Donc, ce père s'est marié avec cette femme. Ils ont eu donc 3 enfants, un garçon malade, une fille malade, une autre fille saine, qui s'est mariée avec un homme sain. Ils ont des enfants sains. Alors, cherchons le mode de transmission de cette maladie. Est-ce qu'elle est dominante ou récessive? Est-ce qu'elle est portée par le chromosome X ou bien par le chromosome Y? Ou bien est-ce qu'elle est portée par un chromosome non sexuel? Voyons d'abord, ces 2 enfants qui sont malades ont des parents sains. Lorsque un enfant malade a ces 2 parents qui sont sains, c'est-à-dire que la maladie n'apparaît que chez l'enfant, on dit que c'est une maladie récessive et non pas dominante. Donc la maladie a sauté la génération des parents. Alors, est-ce qu'elle est portée par le chromosome sexuel ou non sexuel? Commençons par le chromosome Y. Est-ce que la maladie est contrôlée par un gène porté par Y? Non. S'il était porté par le Y, il y aura une transmission directe entre le père et le fils parce qu'il y a transmission du chromosome Y entre le père et le fils. Donc, puisque le père est sain et le garçon est malade, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transmise par le chromosome Y. Cherchons maintenant à savoir est-ce qu'elle est portée par le chromosome X ou non. Supposons que la maladie est contrôlée donc par un gène porté par le chromosome X. Alors cette fille est malade. Puisque la maladie est récessive, cette fille aura donc un génotype où on a 2 X de chromosome X puisque c'est une fille, et chacun porte l'allèle de la maladie. Et j'ai utilisé ici la minuscule puisque c'est une maladie récessive. XM, XM. Ces 2 XM, la fille va les hériter l'un des XM de son père et l'autre XM de sa mère. Sa mère peut être saine, mais le père qui aura donc un XM et le deuxième chromosome CY doit être malade. Parce que chez le mâle, un seul chromosome X portant l'allèle malade va faire apparaître la maladie. Ici, il doit avoir XMY, donc notre hypothèse est fausse. Ça veut dire que la maladie n'est pas portée par le chromosome X, elle n'est pas portée par le chromosome Y, mais elle est portée par un autosome. On peut dire que c'est une maladie autosomique récessive. Je passe maintenant au deuxième pédigré. Dans ce deuxième pédigré, on voit que la maladie apparaît dans toutes les générations, première génération, deuxième génération, troisième génération, et chaque individu malade a au moins l'un des 2 parents qui est malade. Cela indique que c'est une maladie dominante. Voyons, est-ce que cette maladie se transmet selon un mode autosomique ou bien un mode gonosomique? D'abord, cette maladie ne se transmet pas par le chromosome sexuel Y. Même si ici on voit que la maladie a été transmise du père à son fils, mais en même temps elle a été transmise aussi à la fille. Et la fille ne possède pas de chromosome Y. Donc ce n'est pas une maladie liée au chromosome Y. Voyons maintenant est-ce qu'elle est liée au chromosome X ou non. On va supposer qu'elle est liée au chromosome X. On a ici un père malade. Donc, puisque la maladie est dominante, il aura un génotype X grand M Y. La majuscule ici, c'est parce que la maladie est dominante. Donc, le père a un chromosome Y qui va transmettre à son fils et un chromosome X qui contient l'allèle malade qui va transmettre à toutes les filles. Donc, ces filles vont avoir un génotype X grand M, X petit m. X petit m sera donc hérité de la mère qui est saine. Deuxième fille, la même chose ici, elle doit avoir aussi un X grand M issu du père
Et un X petit m issu de la mère, donc cette fille doit être malade. D'ailleurs, si le père était malade avec un allèle X grand M sur son chromosome X, toutes les filles de la descendance doivent être malades. Ici, la fille est saine, donc c'est une maladie non liée au chromosome X. On va dire donc que c'est une maladie qui se transmet selon le mode autosomique dominant. Je récapitule dans un tableau qui va suivre les 4 principaux modes de transmission des maladies héréditaires chez l'homme. Premier cas, si on a un enfant malade et les 2 parents sont sains. Deuxième cas, si chaque enfant malade a au moins un parent malade. On va voir comment sera l'évolution de la maladie au cours des générations. Puis on va mettre la conclusion. On va aussi parler des proportions des individus malades selon leur sexe. Et puis notre conclusion. Alors, premier cas, si l'enfant malade et les 2 parents sont sains, la maladie peut disparaître dans une génération et réapparaître dans une autre. On peut dire, entre guillemets, qu'il saute des générations. Alors, dans ce cas, on parle toujours d'une maladie récessive. Dans cette maladie, on peut avoir 2 cas différents selon donc la proportion de la maladie selon les sexes. Premier cas, le sexe ratio de la maladie est équilibré. Le sexe ratio, ça veut dire qu'on compare le pourcentage des mâles et le pourcentage des femelles qui ont le phénotype étudié. Équilibré, ça veut dire qu'on a autant de mâles que de femelles qui ont cette maladie. On a un équilibre entre les mâles et les femelles. Il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles concernant le phénotype. Donc on a transmission égale entre garçons et filles. On va dire dans ce cas que la maladie n'est pas liée au sexe. Donc c'est une maladie autosomique. Et puisque j'ai les récessives, donc le premier mode, c'est le mode autosomique récessif. Deuxième cas, toujours dans la maladie récessive, si on observe un sexe ratio de la maladie déséquilibré, c'est-à-dire que la proportion des femelles qui ont le phénotype est très grande par rapport à la proportion des mâles, ou l'inverse, ça veut dire que c'est une maladie liée au sexe. Ou bien si on observe dans le pédigré que la maladie est transmise du père à sa fille, ou bien que la maladie est transmise de la mère à son fils, ça veut dire que c'est une maladie liée au sexe, on va dire, récessive, c'est une maladie récessive liée à l'X. Et non pas à Y, puisque la maladie peut apparaître soit chez les filles, soit chez les garçons, et non pas caractéristique à l'homme. Si c'est une maladie caractéristique au mâle, à l'homme, on va dire qu'elle est transmise par le chromosome Y. Je passe maintenant au deuxième cas. Si chaque enfant malade a au moins un parent malade, ça veut dire ici que la maladie apparaît dans toutes les générations et ne saute pas les générations. C'est une maladie dominante. Même chose que tout à l'heure, dans cette maladie dominante, la maladie peut être liée au sexe, comme elle peut être non liée au sexe. C'est-à-dire que la transmission égale aux garçons et filles, alors là, elle n'est pas liée au sexe dans ce cas. On va dire que c'est une maladie autosomique dominante. Donc c'est le troisième mode de transmission. Ou alors une maladie liée au sexe, on peut la reconnaître par une transmission père-fille. Là, on dit que c'est une maladie dominante liée à l'X. Alors voilà, on a 4 modes différents de transmission de la maladie héréditaire chez l'homme. Soit le mode autosomique récessif, soit le mode récessif lié à l'X, soit le mode autosomique dominant, soit le mode dominant lié à l'X. Maintenant, je vais vous proposer quelques exercices QCM liés donc à ces notions qu'on vient de voir. Exercice QCM, hérédité humaine. Donc, premier thème, premier sujet. Le pédigré suivant, c'est-à-dire celui-là, retrace la transmission d'une maladie grand M due au manque de l'activité d'une enzyme E. Les valeurs en pourcentage qu'on observe ici indiquent le taux d'activité de cette enzyme. Donc ici, enzyme active à 50%, enzyme active à 50% chez les 2 parents. Les 2 parents ont une
ont une descendance constituée de 2 filles. La première fille a aussi une activité d'enzyme de 50%, puis une activité d'enzyme de 50%. La première fille s'est mariée avec un homme, ils ont une grossesse, un fœtus, et la deuxième fille s'est mariée aussi avec un homme, ils ont eu un enfant malade. L'enfant malade a une activité nulle de cette enzyme. On a ici 2 questions. Première question. Cette maladie se transmet selon le mode. Est-ce que autosomique dominant, ou bien autosomique récessif, ou bien récessif lié à X, ou bien récessif lié à Y, ou bien dominant lié à X. Première proposition, autosomique dominant. Elle n'est pas dominante, c'est une maladie récessive, puisque ce garçon a ses 2 parents qui sont sains, donc c'est une maladie récessive. Donc on peut éliminer la première proposition. On élimine aussi la dernière proposition où il y a dominant, dominant. Il nous reste les 3. Autosomique récessif ou bien lié à X ou bien lié à Y. On va éliminer tout de suite le mode lié à Y, puisque le père de l'enfant malade n'est pas malade. S'il était lié à Y, il doit être malade aussi. Alors il nous reste soit autosomique récessif, soit lié à X. S'il était lié à X, ce père doit être malade parce que cette valeur de 50% indique que le génotype ici est hétérozygote. Le génotype ici est aussi hétérozygote. Et s'il était hétérozygote, ça veut dire que le X va porter l'allèle malade et le père doit être malade. Puisqu'il est sain ici, ça veut dire que c'est une maladie autosomique, non pas liée au sexe. Autosomique récessif. Je passe maintenant à la question numéro 2. Le fœtus 3-1. Ici, c'est ce fœtus avec ce point d'interrogation. Du couple de 1 et de 2, les voilà. Donc celui-là, il est hétérozygote et l'autre, il est hétérozygote, puisqu'ils ont tous les deux une valeur de 50%, 50%. Donc le fœtus 3-1 du couple de 1 et de 2 aura une possibilité qu'il soit malade. Est-ce que de 0%, ou bien de 25%, ou bien de 50%, ou bien de 75%, ou bien de 100%. Alors pour répondre à la question, on doit rédiger l'échiquier de croisement. On connaît que le père il est hétérozygote, la mère elle est aussi hétérozygote, la maladie elle est autosomique récessive. On peut dresser l'échiquier. Voilà l'échiquier. C'est une maladie récessive. Je vais utiliser donc la minuscule petit m pour symboliser l'allèle de la maladie. Donc la femelle va produire 2 types différents du gamète, 2 types différents de gamètes, avec chacun une proportion de 1,5. Le petit m avec le 1,5 et le grand n qui est l'allèle normal dominant, aussi avec une fréquence de 1,5. Même chose pour les gamètes mâles. L'allèle petit m de la maladie, proportion 1,5. L'allèle grand n normal, proportion 1,5. On a 4 possibilités de fécondation. Donc, dans cette première case, on rencontre les 2 allèles petit m, proportion 1 quart. Et c'est un phénotype malade, petit m. Deuxième case, le petit m rencontre le grand n, donc c'est un phénotype normal, avec une fréquence de 1 quart. Ici, le petit m rencontre aussi le grand n, c'est un phénotype normal, avec la proportion de 1 quart. Ici, le grand n rencontre le grand n, avec un phénotype normal, une fréquence de 1 quart. Voilà, donc, parmi ces 4 cases, quelle est la case malade? On nous demande ici, quelle est la possibilité qu'elle soit malade? Donc, la case malade, c'est celle-ci, petit m. La voilà, avec une proportion de 1 quart. Et le 1 quart, c'est 25%. Alors, donc, ce n'est ni 0, ni 50, ni 75, mais on a 25% que l'enfant soit malade. Je continue. Le pédigré suivant retrace la transmission de la maladie de l'albinisme dans une famille. Donc, l'albinisme, c'est le manque des pigments noirs parce qu'il n'y a pas de synthèse de mélanine.
Voilà ici la première famille, ici, la deuxième famille, et puis la troisième famille. On a 3 générations, puis une quatrième génération, constituée donc d'un fœtus en cours de grossesse. La maladie est apparue dans la troisième génération, génération 3, chez l'individu grand 3, 3 et grand 3, 4. Tous les autres individus sont sains. Alors, cette maladie se transmet selon le mode autosomique dominant, autosomique récessif, lié à l'X, lié à l'Y, ou bien dominant lié à X. On voit très bien ici qu'il y a absence de la maladie dans la première génération, absence de la maladie dans la deuxième génération, apparition de la maladie dans la troisième génération. Ça indique que c'est une maladie récessive. Donc on élimine la première proposition et la dernière. C'est une maladie récessive. Est-ce qu'elle est autosomique ou bien liée à X ou bien liée à Y? Donc directement on élimine liée à Y puisque l'enfant 3-4 est malade et son père est sain, donc il n'est pas lié à Y. Est-ce qu'il est lié à X ou bien est-ce qu'il est autosomique? Cette fille est malade. Si la maladie était portée par le X, on aura ici un génotype homozygote pour le X et homozygote pour l'allèle de la maladie. Et cette fille héritera un gène ou bien un allèle de la maladie de son père qui doit être malade. Et puisqu'elle est sain, ça prouve que la maladie n'est pas transmise par le chromosome X. Donc c'est une maladie autosomique récessive. L'apparition de la maladie dans la famille 3 ici, c'est la famille 3, est due à la survenue d'une mutation d'albinisme chez les individus de 2 et de 3, donc c'est les deux parents. Une mutation chez le père ou bien une mutation chez la mère a conduit à la transmission de la maladie, ou bien le mariage consanguin des individus de 2 et de 3, de 2 et de 3, mariage consanguin, ou bien la survenue de mutation chez les descendants 3-3 et 3-4. Non, non, donc il n'y a pas de mutation en même temps. La mutation, ces mutations ont une probabilité très faible, donc ils ne peuvent pas apparaître en même temps chez deux descendants à la fois. Non, c'est peu probable. C'est peu probable aussi la première, mais on voit ici qu'il y a un mariage consanguin, symbolisé ici par deux traits, entre ces deux parents. Ça veut dire qu'ils appartiennent à deux familles apparentées. C'est un mariage consanguin. Donc les mariages consanguins permettent généralement l'apparition de ces maladies génétiques qui sont généralement récessives. C'est le mariage consanguin. Je continue. Question numéro 5. L'apparition de l'albinisme chez les descendants 3-3 et 3-4 indique que leurs parents 2-2 et 2-3 sont. Ces deux parents sont homozygotes pour l'allèle de la maladie, ou bien homozygotes pour l'allèle normal, ou bien hétérozygotes, ou bien des jumeaux. Alors, puisque leurs deux enfants sont malades, et on sait que la maladie c'est une maladie récessive, ça veut dire que ce père est un individu porteur sain, et la mère aussi c'est un individu porteur sain. Un père porteur sain, une mère porteuse saine. Et leurs deux allèles malades se rencontrent chez le 3-3 et le 3-4. Donc ils ne sont pas homozygotes. Donc on élimine la première proposition homozygote pour l'allèle de la maladie. S'ils étaient homozygotes pour l'allèle de la maladie, ils seraient tous les deux malades. Homozygotes pour l'allèle normal, non, ce sont des porteurs sains. Hétérozygotes, oui. Des jumeaux, non, ce ne sont pas des jumeaux. Question numéro 6. Dans cet arbre généalogique, la possibilité que le fœtus 4, c'est celui-là, soit albinos est 100%, ou bien 50%, ou bien 25%, ou bien 0%, ou bien indéterminé. Donc ce fœtus est issu des deux parents, donc le 3-1, sa mère, puis le 3-2, son père. On ne sait rien sur le génotype de la mère. Est-ce qu'elle est homozygote pour l'allèle normal ou bien c'est une porteuse saine? On ne peut pas le déterminer, on ne sait pas ses ancêtres. Même chose pour le 3-2, le père. Elle est issue de deux parents porteurs sains, d'accord, mais chacun porte un allèle sain, un allèle normal. Ces deux allèles normaux peuvent se rencontrer chez lui, ou bien un allèle normal et un allèle
de la maladie peuvent se rencontrer chez lui. Donc, j'opte pour cette réponse qui est indéterminée, donc la possibilité, la probabilité est indéterminée. Je continue. 7. Les pédigrés suivants. Voilà, ici vous avez 4 pédigrés, le pédigré A, le pédigré B, le pédigré C et le pédigré D. 4 pédigrés. Les pédigrés suivants représentent la transmission des maladies héréditaires chez des familles différentes. Les formes foncées, c'est-à-dire ici colorées en rouge, c'est pour symboliser les individus malades. Les formes claires, ici colorées en blanc, c'est pour symboliser les individus sains ou bien les individus normaux. Alors on vous demande ici de compléter ce tableau-là, suivant en mettant une croix X dans les cases justes. Alors vous avez donc les pédigrés ici, A, B, C et D. On a deux cas, c'est soit la maladie est récessive, soit la maladie est dominante. Si elle est récessive, elle peut être soit autosomique, soit liée à l'X. Même chose ici, elle est soit autosomique, soit liée à l'X. Dans chaque case, on va mettre une croix X selon l'analyse qu'on va faire pour chaque pédigré. Commençons par le pédigré A. On voit ici que les descendants des deux parents sains sont malades. Le père est sain, la mère est saine, mais leurs deux enfants, les premiers enfants, sont malades. Ça veut dire que un individu malade a des parents sains, ce qui prouve que c'est une maladie récessive. Donc elle est causée par un gène ou bien un allèle récessif. Alors, si c'est une maladie liée à l'X, cette fille est malade. Donc, elle doit avoir obligatoirement deux allèles de la maladie portée par les deux X. Si petit m, c'est l'allèle de la maladie, c'est son symbole. Donc, on aura ici, pour le génotype de la fille, X petit m, X petit m. L'un des deux X petit m doit être hérité du père et l'autre de la mère. Puisque l'un des deux est hérité du père, donc le père doit être obligatoirement malade. Et puisqu'ici il est sain, ça veut dire que c'est une maladie autosomique et non pas liée à l'X. Donc je mets la croix ici dans la case d'une maladie récessive autosomique. Puis je passe au pédigré B. On observe dans ce pédigré que la maladie se transmet d'une génération à l'autre et que chaque individu malade, ici on a un garçon malade, hérite la maladie d'au moins l'un de ses parents. Donc, il paraît que c'est une maladie dominante. Cherchons à déterminer maintenant est-ce que la maladie est liée à un chromosome sexuel ou bien à un autosome. Alors, supposons que c'est une maladie dominante liée à l'X. Donc, ce père malade aurait un X grand M, puisque la maladie est dominante, je vais utiliser une majuscule, X grand M Y. Cet X grand M va être transmis à cette fille, à sa fille, alors que le Y va être transmis au garçon. Si le père transmet à sa fille le X grand M de la maladie, donc cette fille doit être malade. Puisqu'ici elle est saine, ça veut dire que la maladie n'est pas portée par un chromosome sexuel X. Donc ici, l'hypothèse d'une maladie dominante liée à X est une hypothèse fausse. Testons maintenant une autre hypothèse. Supposons que c'est une maladie récessive autosomique et non pas liée à l'X et non pas dominante aussi. Donc ce père va avoir deux allèles de la maladie petit m, donc j'ai supposé une maladie récessive. La même chose pour la mère, donc elle aura petit m, et elles vont produire tous les deux le même gamète qui porte toujours le même allèle de la maladie petit m. Ça veut dire que cet allèle va être transmis soit au garçon, soit à la fille qui doivent être malades. Toute la descendance doit être malade. Ce n'est pas le cas, donc cette hypothèse aussi, elle est fausse. Je teste aussi l'autre hypothèse, c'est-à-dire une maladie récessive liée à X. Dans ce cas, la mère malade ici aurait un génotype X petit m, X petit m. Elle doit être homozygote pour l'allèle malade. L'un de ces deux X petit m doit être obligatoirement transmis à son fils qui doit être malade. Donc, on doit y avoir une hérédité mère-fille.
fils. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, aussi, cette hypothèse, c'est une hypothèse fausse. Donc, la seule hypothèse qui est vraie, c'est le mode autosomique dominant. Voilà, autosomique dominant. Je passe maintenant au pédigré C. Le voilà. On observe que la maladie se transmet aussi d'une génération à l'autre, comme dans le pédigré B. Ça veut dire que c'est une maladie dominante. Voilà donc maladie dominante autosomique. Mais testons les autres hypothèses possibles. Alors commençons par l'hypothèse d'une maladie dominante liée à X. Ici. Donc je vois ici que le garçon est malade, donc il va porter un génotype X grand M Y. J'ai supposé que c'est une maladie dominante, donc X grand M Y. Mais cet X grand M va être hérité de sa mère qui doit être malade, et ici il est malade, donc cette hypothèse aussi, il peut être vraie. Donc il peut s'agir d'une maladie dominante liée à X. Je passe aux autres hypothèses. Maladie récessive autosomique et maladie récessive liée à l'X. Alors, je suppose maintenant que c'est une maladie récessive autosomique, c'est-à-dire ici. Donc, cette mère qui est malade doit être homozygote pour l'allèle de la maladie, petit m, petit m. Et le père peut être aussi hétérozygote, il peut aussi être porteur sain. Ce qui va permettre donc d'avoir ici un garçon. C'est un cas possible. Dans ce cas, cette fille peut être saine parce qu'elle ne reçoit de sa mère qu'un seul allèle de la maladie. Elle reçoit de son père un allèle normal. La même chose ici pour le garçon. Elle reçoit de son père un allèle normal, de sa mère un allèle de la maladie. Et elle aura un phénotype sain. Donc c'est une possibilité. Oui, ici il nous reste cette hypothèse. Est-ce que cette maladie peut être récessive en même temps liée à X? On va voir. Si cette maladie du pédigré C était une maladie récessive liée à X, donc cette mère sera homozygote pour l'allèle de la maladie, X petit m, X petit m, et l'un de ces deux X petit m doit être obligatoirement transmis à ce garçon qui doit être malade. Si c'est une maladie récessive liée à X, tous les garçons de cette femme doivent être malades, hérédité mère-fils. Donc, puisque l'enfant ici, le garçon, est sain, ça veut dire donc que cette hypothèse est fausse et c'est impossible. Dans ce pédigré D, on voit que chaque enfant malade a au moins un parent malade. Donc, c'est une maladie dominante. Elle est transmise d'une génération à l'autre. Donc, s'il s'agit d'une maladie dominante autosomique. Cherchons maintenant s'il y a une possible liaison avec le chromosome X. On voit ici qu'il y a une hérédité mère-fils. La maladie est transmise de la mère à ces deux garçons. Elle n'est pas transmise à la femelle, ce qui indique donc que c'est une maladie liée à X. Mais cette hérédité mère-fils, elle n'est pas applicable seulement pour une maladie dominante liée à l'X. On peut la trouver aussi dans une maladie récessive liée à l'X. Alors, supposons que c'est une maladie récessive liée à X. Cette mère donc aurait un génotype homozygote pour l'allèle de la maladie, X petit m, X petit m. Chaque garçon recevra un seul X petit m de sa mère et il doit être malade, ce qui est applicable dans ce pédigré. Donc c'est aussi un cas possible. Il nous reste maintenant la dernière hypothèse. Est-ce qu'il peut s'agir ici dans le pédigré D d'une maladie récessive autosomique? Dans ce cas, cette mère serait homozygote pour l'allèle de la maladie. Si le père est porteur sain, on aura donc de grandes chances que deux allèles de la maladie se rencontrent chez un même enfant et provoquent donc sa maladie. Si on a un enfant sain, comme ici, ça veut dire que cet enfant n'a reçu qu'un allèle de la maladie de sa mère et un allèle sain de son père, ce qui lui a permis donc d'avoir un phénotype normal. Donc c'est aussi un cas possible ici. Donc dans le pédigré D, tous
les modes de transmission possibles sont applicables. Je continue, je passe donc à une autre question. Le document représente le karyotype d'un fœtus. Voici le karyotype d'un fœtus. J'ai ici deux questions, 8 et 9. Pour la question numéro 8, cochez toutes les réponses justes. Première suggestion, ce karyotype représente une cellule diploïde. Alors vous voyez ici que chaque chromosome a un chromosome homologue à côté. Il constitue donc des paires. Une paire, deuxième paire, troisième paire, quatrième paire, cinquième paire. Chaque chromosome a son homologue. Donc c'est une cellule bel et bien diploïde. Dans une cellule haploïde, chaque chromosome sera seul, il n'aura pas d'homologue. C'est le karyotype d'un gamète. Non, c'est faux parce que le gamète n'a que la moitié donc de cette garniture chromosomique. Il n'aura qu'un seul chromosome des deux. Il n'y aura pas de chromosome homologue. Donc ce n'est pas un gamète. Il s'agit d'un fœtus mâle. On va voir donc les chromosomes sexuels. Où sont ces chromosomes sexuels? Alors tous ces chromosomes sont identiques. Chacun a son homologue identique, sauf les deux derniers. Les deux derniers, vous voyez, il y a un chromosome plus grand que l'autre, un chromosome plus petit et un chromosome plus grand. Ce sont des chromosomes sexuels. Voilà le premier et voilà le deuxième. Si jamais on a pour les deux derniers chromosomes, les chromosomes sexuels, chez l'homme, l'un est le plus grand, l'autre est le plus petit, c'est un mâle. Le plus grand, c'est toujours le X, et le plus petit, c'est toujours le Y. Donc ici, deux chromosomes sexuels différents, c'est un mâle. Donc ici, c'est une suggestion correcte. Il s'agit d'un fœtus femelle? Non, on vient de démontrer qu'il s'agit d'un fœtus mâle. C'est un karyotype anormal. Anormal, donc il y aura un problème dans un chromosome. Ici, vous voyez, normalement, dans chaque paire, on ne doit avoir que 2 chromosomes homologues. Pour que le total doit être 46. 2 n est égal à 46 chromosomes chez l'homme. Mais vous voyez ici la paire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jusqu'ici, ici, vous voyez qu'il y a 3 chromosomes au lieu de 2. Donc c'est un cas anormal. 3 chromosomes au lieu de 2, c'est un cas anormal. Donc ici, c'est juste. Ce fœtus va être atteint du syndrome de Down. Alors le syndrome de Down, c'est un syndrome dû à la trisomie 21. Ici, je cherche cette trisomie. Est-ce que c'est une trisomie 21? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Non, la paire 21, elle est normale. Elle est normale, donc ce n'est pas une trisomie 21, donc ce n'est pas un syndrome de Down. Est-ce que c'est un karyotype du syndrome de Turner? Non, le Turner aussi, ça concerne une anomalie dans les chromosomes sexuels. C'est lorsqu'on a donc l'absence du deuxième chromosome sexuel, on n'a qu'un seul X, c'est le syndrome de Turner. Donc, ce sont les 3 réponses justes. Je passe à la question numéro 9. Ce karyotype révèle un cas de monosomie 15, donc on doit... Alors je rappelle tout d'abord que la monosomie, c'est lorsque on a un chromosome de moins. C'est-à-dire qu'une paire qui doit être normalement représentée par 2 chromosomes homologues n'est représentée que par un seul. C'est une monosomie. Alors qu'une trisomie, c'est l'inverse. Lorsqu'on a 3 chromosomes au lieu de 2. Alors 15, la paire numéro 15, je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors c'est là la paire numéro 15. Elle est normale. Donc ce n'est ni une monosomie, ni une trisomie, c'est-à-dire qu'il n'y a ni un chromosome de moins, ni un chromosome de plus. Donc les deux suggestions ici sont fausses. Je passe à trisomie 21, monosomie 21. Donc je continue ici, j'ai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est là où se trouve la paire numéro 21. La voilà.
Elle est normale, il n'y a que deux chromosomes, donc il n'y a ni absence d'un chromosome, ou bien présence d'un chromosome surnuméraire, donc ces deux aussi, elles sont fausses. Alors, là, on a une anomalie, c'est ici, c'est dans cette paire. C'est la paire numéro, ici j'ai dit 15, 16, 17, 18, c'est la paire numéro 18. Voilà. Donc l'une des deux suggestions est correcte. Alors, est-ce que c'est une trisomie ou bien une monosomie? Trisomie parce qu'il y a 3 chromosomes, donc ici la réponse correcte. Trisomie 18. Je continue. Toujours dans le même karyotype, ce type d'anomalie survient lorsqu'on a une fécondation entre un ovule et deux spermatozoïdes. Un ovule et deux spermatozoïdes. Non, c'est impossible. Un ovule n'est fécondé que par un seul spermatozoïde. Si jamais deux spermatozoïdes entrent à la fois dans un ovule, eh bien l'ovule sera avorté et il n'y aura pas de fécondation. La même chose ici, ovule et un spermatozoïde à deux noyaux, non, c'est impossible. Si on a donc un spermatozoïde anormal avec deux noyaux, il ne peut pas féconder un ovule. Donc ici, les deux suggestions sont fausses. Un spermatozoïde normal et un ovule issu d'une méiose anormale, où les chromosomes de la paire 18 ne sont pas séparés. Peut-être, on va voir l'autre. Un spermatozoïde normal et un ovule issu d'une méiose anormale, où les chromosomes de la paire 18 sont absents. On va voir. On va voir. Alors, je vais faire un schéma pour expliquer ces deux possibilités. Alors voilà, ici une cellule mère qui va nous donner le gamète mâle. Ici une cellule mère qui va nous donner le gamète femelle. Donc on suppose que les deux cellules mères sont en métaphase 1. Je vais schématiser les deux chromosomes de la paire 18. Les voilà. Un chromosome symbolisé par une couleur bleue. Deuxième chromosome symbolisé par la couleur rouge. Ils constituent les deux chromosomes homologues de la paire numéro 18. Voilà. Même chose ici, dans la cellule mère de gamète femelle. Les mêmes chromosomes de la paire numéro 18. Je passe maintenant à l'anaphase 1 puis à la télophase 1, c'est-à-dire la fin de la première division de la méiose. Chaque cellule va se diviser en deux, donc celle-ci va se diviser en deux cellules filles, l'autre aussi va se diviser en deux cellules filles. Chacune va hériter d'un seul chromosome, un seul chromosome, parce que c'est une division réductionnelle. Le nombre de chromosomes sera réduit en deux. Alors je suppose ici le chromosome bleu passe dans la première cellule mère, pardon, la première cellule fille, le chromosome rouge dans la deuxième cellule fille. C'est une méiose normale. Il y a ségrégation des deux chromosomes. Disjonction des deux chromosomes, c'est une méiose normale. Maintenant, si jamais on a une méiose anormale, les deux chromosomes de la paire 18 du bivalent ne se séparent pas. Ils sont transmis tous les deux en même temps à la même cellule fille. Regardez. Et l'autre cellule fille reste sans chromosome 18. Il y aura donc un chromosome 18 absent. Alors que là, on a deux. Si je passe maintenant à la deuxième division de la méiose, la division équationnelle, je suppose ici qu'on est en télophase. Chaque cellule ici va se diviser en deux. Je vais schématiser seulement une seule. La même chose ici, je vais schématiser une seule des deux. Qu'est-ce que va se passer ici? Donc, un chromosome bichromatidien va subir donc une division au niveau du centromère. Il va se diviser en deux chromatides. Chacune va passer dans une des deux cellules filles. Regardez, voilà une chromatide ici. La même chose donc ici, une chromatide. Là, ce sont des gamètes normaux. Gamètes mâles normaux. Ici, il y aura chaque cellule fille donc. Ici, on aura cellule fille, puisque le chromosome 18 est absent, dans cette cellule fille aussi, on aura le chromosome numéro 18 absent. Alors là, il y aura donc division équationnelle, on aura une chromatide qui va être transmise ici, une autre chromatide ici. Et voilà, donc ce sont des gamètes anormaux, gamètes femelles anormaux. Au lieu d'une seule chromatide, on a deux.
Ici, au lieu d'avoir une seule chromatide, on n'a aucune de gamètes femelles anormaux. Alors, si jamais on a fécondation, on a combien de possibilités ici? On a 2 gamètes mâles normaux différents, 2 gamètes femelles anormaux différents. Je suppose donc les possibilités de fécondation. Si ce gamète mâle normal, qui est le spermatozoïde, rencontre ce gamète femelle anormal, qui est un ovule anormal, va donner quoi? Une cellule, un œuf, fécondé avec seulement un seul chromosome 18 au lieu de 2. Ça doit être donc une monosomie 18. Cette monosomie 18 est généralement létale in utero, c'est-à-dire que le bébé qui porte cette anomalie va être donc avorté naturellement dans ses premières semaines de grossesse. Deuxième possibilité, ce gamète mâle normal, ce spermatozoïde normal, peut féconder ce gamète femelle anormal, cet ovule anormal. Il va donner quoi? La première chromatide 18 du spermatozoïde plus 2 chromatides 18 aussi de l'ovule anormal. On aura quoi? On aura 3 chromosomes 18 au lieu de 2 seulement. C'est une trisomie 18. Il y a aussi un cas létal à un âge précoce. Donc le bébé, même s'il naît vivant, il va mourir tout de suite dans quelques semaines ou bien quelques mois. Voilà donc, pour retourner donc à la question. Alors, quand est-ce qu'on aura une trisomie 18? C'est lorsque un spermatozoïde normal, ici, féconde un ovule anormal. Cet ovule anormal, il est issu d'une méiose anormale. Donc, je retourne ici. Donc, la réponse juste, c'est un spermatozoïde normal et un ovule issu d'une méiose anormale où les chromosomes dans la paire 18 ne se sont pas séparés. Voilà, je passe à la question numéro 11. La formule chromosomique correspondante à ce karyotype, ici, c'est 2n est égal à 22AA plus XY. Donc, généralement, l'homme normal a cette formule chromosomique. Alors, 22AA, ça veut dire les paires d'autosomes. Elle donne 44 chromosomes, plus 2 sexuels, ça veut dire 46. Ici, on n'a pas 46 chromosomes, parce qu'on a un chromosome de plus. Donc, la première, elle est fausse. La deuxième, elle est aussi fausse. Parce qu'on a une petite contradiction ici. Oui, on a ici 45 chromosomes. On a déjà 44, c'est l'état normal, plus le chromosome surnuméraire 18, ça fait 45, plus X et Y. Oui, c'est exact, mais ce n'est pas 2n, parce que 2n, c'est un nombre pair, alors que 45 plus 2, c'est 47. Ce n'est pas un nombre pair, donc fausse écriture. Il y a une autre erreur. Si je mets 45 AA, c'est le double. AA, c'est 2, c'est une paire de chromosomes. Donc ici, je multiplie par 2 pour calculer le nombre de chromosomes. Je multiplie 45 par 2, ça fait 90. Plus 2, c'est 92. Donc c'est la deuxième erreur. Donc on n'accepte pas ça. 2n plus 1 est égal à 45a plus xy. Ici, c'est juste. 45a, ça veut dire 45 autosomes. Plus 2, ça fait 47. C'est ce qu'on a ici, 47. Mais pour signaler qu'il s'agit d'un nombre impair, on va mettre ici 2n plus 1 et non pas 2n moins 1. Donc celle-ci, elle est fausse. Donc la formule correcte, c'est 2n plus 1 est égal à 45a plus xy. Alors voilà, je viens donc, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée aujourd'hui à la première séquence de l'hérédité humaine. Dans les vidéos prochaines, je vais continuer des exercices sur l'hérédité humaine. Donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis au revoir.